Bonsoir à tous, merci à tous d'être venus. Je vais vous présenter le thread des tests derniers, un petit talk que j'ai préparé. Juste pour me présenter, Jason, ingénieur logiciel chez Semilla. Je vous ai mis des petits réseaux, le Blue Sky, parce qu'on va migrer de Twitter à Blue Sky, évidemment. Je savais pas trop comment démarrer. Du coup, mon meilleur ami, j'ai posé la question à mon meilleur ami et je lui ai demandé de me générer un schéma pour expliquer grossièrement comment fonctionnent les threads en Ruby, parce que au final, je savais pas trop comment ça fonctionnait. Donc pour faire un talk dessus, il vaut mieux savoir comment ça fonctionne. Et il m'a généré deux images. Donc c'est pas trop compréhensible, je pense que vous, vous le voyez, mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Beaucoup de mots-clés, il y a des process, des threads, des global interpretors, des mutex, il y a un peu de tout et n'importe quoi, mais ça nous explique pas tout, quoi. Donc déjà, on va commencer. Qu'est-ce qu'un processus et un thread? On entend souvent les deux mots et parfois on ne sait pas trop les différencier. On arrive à avoir une explication, mais pas toujours très claire. Donc un processus, c'est une instance d'un programme qui est en cours d'exécution, qui possède son propre espace mémoire et ses propres ressources système. Et plusieurs processus peuvent être exécutés indépendamment les uns des autres. Et un thread, c'est une unité d'exécution qui est à l'intérieur d'un processus. Lui partage la mémoire et les ressources du processus parent. Et un processus peut contenir plusieurs threads. Donc, si on schématise tout ça, on a un processus qui contient un ou plusieurs threads et qui eux-mêmes contiennent une suite d'instructions. Mais maintenant, à quoi servent les threads en Ruby? Ça nous sert à faire du parallélisme, pouvoir exécuter plusieurs suites d'instructions en même temps. Ça améliore les performances pour les tâches d'attente, tout ce qui est lecture et écriture de fichiers, appel réseau, lecture en base de données. On va avoir un thread qui va se mettre en pause et qui va rien faire pendant ce temps-là, donc ça nous permet d'enchaîner faire du parallélisme. Et pouvoir faire de la gestion asynchrone, par exemple, on a une appli qui tourne, on veut envoyer des mails, ça nous permet de le faire sur un autre thread et pour pas bloquer notre application. Et un petit exemple avec des requêtes HTTP, si on est en monothread et qu'on fait un appel sur 3 services différents, eh bien on a le premier appel service 1, on fait son appel, on attend sa réponse, après on fait le service 2, on attend sa réponse, service 3, on attend sa réponse, ce qui fait que c'est très lent. Et en multithread, on fait 3 appels sur un thread différent et on n'a plus qu'à attendre les réponses d'un seul coup. Et du coup, petit à petit, quand les services vont répondre, on pourra traiter le code beaucoup plus rapidement. Une petite démo. Alors, déjà, comment on crée un thread en Ruby? C'est tout simple. On a l'objet thread qu'on instancie et on fait une suite d'instructions à l'intérieur. Et après, on le dit join pour lui dire attends d'être exécuté avant de couper le script Ruby. Donc si on le lance, ça va marcher, j'espère. On a exactement le put, donc il est exécuté dans le thread. Si on n'attend pas la fin du thread et qu'on réexécute, on n'a pas de réponse parce que le script va se dérouler, il ne va pas attendre la fin de l'exécution du thread, et donc on n'aura pas le code exécuté dans le thread. Et donc je reprends l'exemple que j'avais dans le schéma. Si on imagine qu'on fait un appel à 3 services différents et on les fait de manière synchrone, en exécutant ce script, on va avoir les uns à la suite des autres. On appelle le service 1, il répond, après on appelle le service 2, il répond, on appelle le service 3, et il répond. Et ça, on voit que sur un monothread, c'est hyper lent.
Donc, on a la solution de faire un call API dans un thread. Donc, comment on fait ça? Eh bien, on instancie 3 threads à l'intérieur où ils font des calls API, et on lui dit, à la fin de ton script, tu attends que ces 3 threads soient terminés avant la fin de l'exécution de ton script. Donc, si on appelle ça, on a les 3 appels au service qui viennent d'un coup, et ils répondent petit à petit parce que j'ai des slips qui sont pas du même temps. Et c'est pour montrer que tout se lance d'un coup, et après, suivant la vitesse du service, les réponses arrivent petit à petit. Donc, pas très compliqué à utiliser pour le moment. Et là, on peut se dire, trop bien, j'ai un endpoint où je peux récupérer des clients, donc je vais pouvoir récupérer des tailles de 50 clients dans 50 threads. C'est-à-dire qu'on va avoir, pour l'espace-temps d'une récupération client, on va en avoir 50. Le problème, c'est qu'il y a de fortes chances que, bon, votre Mac ne va pas exploser, mais il y a de fortes chances que vous perdiez en performance, parce que le fait de faire démarrer 50 threads, c'est contre-productif, et la machine va pas pouvoir répondre, et va pas savoir les gérer. Donc vous allez perdre en performance. Ça nous est arrivé chez nous, on a démarré Puma avec un certain nombre de threads, et on se rend compte qu'en fait, on perd en performance avec beaucoup trop de threads, parce que la machine n'arrive pas à suivre. Et avec ça, on a les thread pools. Donc évidemment, c'est pas des threads qui sont dans une piscine, sinon on s'en sort pas. Mais du coup, c'est quoi un thread pool? Un thread pool, ça, c'est un nombre fixe de threads pré-créés. On va dire, je vais créer 3 threads, et après tu vas jouer tes instructions dans ces 3 threads. Et à côté, on a une queue où les tâches vont s'empiler les unes en dessous les autres et vont venir dans les threads pré-créés et s'exécuter petit à petit. On pourrait le faire à la main, mais on utilise la gemme Concurrency Ruby qui le gère très bien et nous simplifie très largement la tâche. Si on schématise tout ça, on imagine qu'on lance une application avec 3 threads et on a une queue avec 6 tâches. On a la tâche 1 qui va se mettre dans le thread 1 parce qu'il est disponible, une tâche 2 dans le thread 2 et la tâche 3 dans le thread 3. Donc là, on a 3 tâches qui vont s'exécuter simultanément. Une fois qu'une tâche finit, par exemple dans le thread 2, la tâche 2 se termine, c'est-à-dire qu'on a un nouveau thread qui est disponible. Donc dans la queue, la tâche 4 va se mettre dans le thread 2 et va commencer son exécution. Et ainsi de suite, les tâches se mettent dans le thread disponible, s'exécutent et se terminent. Redémo. Du coup, pour l'exemple où je vous ai dit, on peut exécuter autant de threads qu'on veut, mais on va perdre en performance, c'est exactement l'exemple de ce bout de code. On a un tableau qui sont les pages d'un service, et on peut lui dire, parcours ce tableau et crée-moi un thread pour chaque page. Le problème avec ça, c'est comme je vous ai dit, vous allez perdre en performance, vous allez créer un nombre de threads beaucoup trop important par rapport aux capacités de votre machine, et vous allez perdre en performance. Pour gérer ça, en utilisant la gemme concurrent, on a ce bout de code. Donc, on importe en premier la gemme concurrent. Ça, c'est un client HTTP léger. On définit une base d'URL, on a les pages qu'on veut récupérer. On va pour debug, on va démarrer le start, on va put le start de la page, et après on affichera quand la page aura répondu. Et c'est là où ça nous intéresse, c'est comment on crée un thread pool, c'est avec cette ligne-là, et on lui dit, créez-moi un thread pool avec 3 threads. Et après, pour chaque page, donc on va parcourir le tableau qu'il y a juste au-dessus, pour chaque page, tu postes dans ce pool-là la tâche, donc en gros, la pool a une queue, on poste la tâche dans la queue, elles vont se mettre les unes en dessous les autres, et après c'est le thread pool qui va gérer l'exécution tâche par tâche. Donc là, c'est là où il faut que je démarre le script.
Donc pour simuler un serveur API, j'ai utilisé Sinatra. Du coup. Et on va juste regarder quand même pour juste vous montrer. C'est très simple. En fait, voilà, c'est juste des get sur des endpoints. Je fais juste un slip dedans pour lui donner un délai. Et je mets un statut dessus. Et si on exécute ça, vous voyez bien le terminal? Voilà, donc on a 3 threads qui ont démarré, parce qu'on a dit un thread pool de 3 threads. Il y en a un premier qui a fini, donc il y a un thread qui s'est libéré. On a une autre tâche qui s'est mise dans le thread libéré. Et après, les autres endpoints sont répondus, donc on a eu la réponse et tous les threads sont libérés. Voilà. Par contre, du coup, j'ai parlé de Vernier dans le nom du talk, mais on n'a toujours pas parlé. Et à quoi peut nous servir Vernier dans tout ça? Vernier is the next generation Ruby Profiler. Ça va nous aider à pouvoir comprendre comment fonctionnent les threads, etc. Donc là, c'est beaucoup de couleurs, etc., très peu compréhensible, mais on va revenir en détail dessus. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tout en haut, dans cette partie, on a tout la visualisation de tous la stack trace de Ruby. On a tous les enchaînements d'appels de fonctions. Et je vais vous détailler ça dans la démo. Et pour lancer du coup Vernier, juste à lancer cette commande, vous mettez votre script, il va profile directement tout l'exécution de votre script. Donc démo. C'est gros du coup, Vernier, run, Ruby. Ouais, je vais expliquer mon script avant, pardon. Du coup, pour tester ça, là, j'ai vraiment fait un script un peu plus compliqué que pour la gestion thread. Ce que j'ai ajouté, c'est qu'on a une variable globale ici, qui est juste un compteur, qu'on va incrémenter, mais dans deux threads différents. C'est-à-dire qu'on va avoir deux threads qui vont lire et écrire cette variable globale. Donc pour pas qu'il y ait de problème de lecture et d'écriture et qu'on loupe une incrémentation, bah, les deux threads vont gérer ensemble sur bah, moi je le lock parce que je suis en train d'écrire et de lire dessus. Et après, une fois que j'ai fini, je le libère et ils vont jouer tous les deux euh, comme ça pour incrémenter cette variable. Et j'ai aussi mis deux requêtes HTTP, une rapide et une rapide, pour qu'on puisse voir dans le profiler bah, comment on voit tous les threads et comment on peut les débugger si jamais il y a un. Donc c'est censé marcher. Normalement, ça dure une vingtaine de secondes. Donc on peut modifier là, en fait, quand Vernier fait de la capture, il capture pas vraiment toute l'exécution du script, il va toutes les 500 millisecondes faire une capture de comment, enfin tout ce qui se passe dans le script, une fois toutes les 500 millisecondes, pour éviter de trop surcharger l'exécution de Vernier et que ça du coup impacte les performances et au final on voit plus trop ce qu'on veut voir dans ce qui se passe dans nos threads. Donc on va ouvrir le fichier. C'est gros. Ouais. Du coup, voilà, on a réussi à utiliser Vernier pour voir l'exécution de nos threads et on peut voir beaucoup de choses. En premier, on peut voir les pistes. On a une piste par thread. On peut voir ici le démarrage du thread. Donc, quelle ligne a démarré le thread. On voit que ligne 17, 23 et 26, c'est là où on a fait des threads new. Donc, on les voit, ligne 17, 23, 23 et 26. Donc on a bien nos trois threads ici. On a le premier qui fait un appel HTTP et quand il se finit, donc ça c'est un appel HTTP long et quand il se finit, bah, il s'éteint.
et le dernier qui fait aussi un appel HTTP, mais plus rapide, et s'éteint plus vite. Et là, on a nos deux threads qui vont lire et écrire la même variable globale au script, et on voit qu'ils essaient d'optimiser comme ils peuvent pour séquencer leur suite d'instructions. Et on voit du coup le premier qui commence à écrire, après le deuxième prend la main, etc. et il donne la main. Et on peut voir même au graphique des marqueurs, si on prend le premier, on voit que le thread il est en cours de run, il fait lecture-écriture sur notre variable globale, et là il est bloqué. Parce que le deuxième, ça va juste inverser le graphique des marqueurs, il démarre en pause, et après il prend la main sur la variable. Voilà, à peu près. Voilà, bon, là je vous ai mis toutes les sources, je vous mettrai le diapo sur le Slack, je vous ai mis toutes les sources sur lesquelles je me suis appuyé pour faire ce petit talk. Donc ça va de l'outil Vernier jusqu'au blog post qui explique vraiment en profondeur les threads, parce que là on parle en Ruby de thread virtuel, pas de thread physique, parce que Ruby exécute sa VM sur un seul thread physique. Bon, je rentrerai pas dans les détails ici, mais vous pouvez aller checker, c'est super intéressant. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, en fait, Vernier, pour visualiser les profilings, ils utilisent, en fait, c'est Firefox Profiler, qui est un standard, et eux ont ajouté une surcouche pour Ruby, pour mieux dépiler vraiment ce qui se passe dans l'appli Ruby. Donc, c'est eux, ils hébergent automatiquement, enfin, ils hébergent leur propre profiler.